Salut à toutes, salut à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro de Roll You Fool, le podcast qui vous parle de jeux de rôle dans tous ses états. Et je suis toujours sectaire, je suis toujours accompagné d'un homme. Comment le présenter? Comment le présenter? Il y a eu Doctor Who, il y a eu Queen Mallory, il y a eu Peter Bishop. Mais quand il s'agit de passer d'univers en univers, nous faisons surtout appel à lui. C'est le prince du trou noir, le seigneur des trous de verre, le maître des possibles. C'est bien entendu Styr. Salut Styr. Et toujours submergé par tant de déférence. T'as vu ça? Voilà, Incroyable. mais je me nourris, en fait, ma vanité se nourrit de cela, et c'est ce qui me C'est fait permet pour. de vivre un jour de plus. C'est fait pour. D'après les références que je vous ai données, bien entendu, comme d'habitude, vous savez probablement de quoi on va parler. On va parler du multivers dans les jeux de rôle. Alors, le multivers dans les jeux de rôle, les multivers dans les jeux de rôle, et bien entendu la différence ou les différences euh, de la façon dont on aborde ces multivers, puisque vous allez voir, et on va le voir ensemble, il n'y a pas que le multivers justement à la Sliders ou à la Doctor Who ou à la Fringe, il y en a bien d'autres et bien d'autres façons d'aborder ça dans le jeu de rôle. Par quoi tu veux qu'on commence comme jeu? Alors, en fait, ce qui est intéressant quand on se penche un peu sur le multivers, c'est qu'on s'aperçoit rapidement qu'il y a deux types de jeux à multivers. Il y a les jeux à multivers où finalement les personnages vont voyager dans des multivers. Et Oui. puis il y a des multivers où en fait c'est le multivers qui vient à toi. Et quand tu regardes un peu chronologiquement, en fait, ça a surtout commencé par ça. Et ce qui est Ah, intéressant, c'est de voir que les deux évolutions qu'il va y avoir. En fait, dans un premier temps, le multivers a surtout été une excuse pour faire du gloubi-boulga, c'est-à-dire on aime clairement. le médiéval fantastique, mais j'aime bien l'horreur Lovecraftienne, mais j'aime aussi les aliens. Bon, ben on va imaginer que les aliens et les horreurs de Lovecraft envahissent un univers médiéval fantastique, et paf, tu te retrouves avec l'un des tout premiers jeux de multivers du genre qui s'appelle Arduin. Et quand je dis tout premier jeu, c'est 1977. Ah oui, d'accord, ils ont Voilà. vraiment commencé tôt, quoi. Ouais, ils ont vraiment commencé tôt. C'est fait par un monsieur qui s'appelait Hargrave, qui malheureusement, avait des petits problèmes de santé qui fait qu'il est mort assez jeune. D'accord. Monsieur, le monde qu'il avait créé en fait était une sorte de confluent situé à l'horizon de différents royaumes fantastiques et dans lesquels tous ces mondes se rencontraient, ce qui donnait prétexte finalement à affronter tous les types de créatures et pas simplement les orques et les gobelins de ADD, mais effectivement aussi les horreurs Lovecraftiennes, les créatures de la Hammer, les hommes, enfin voilà, c'était une sorte d'excuse et le multivers était fait pour ça. Alors le Hargrave en question, complètement méconnu en France parce que son jeu finalement pas. Alors, Hargrave avait un défaut en fait qui était un défaut d'écriture et qui se retrouve dans son univers, c'est-à-dire que bon c'était très foutraque. Et d'ailleurs à tel point que ce brave monsieur Hargrave avait à l'une de ses tables de jeu à San Francisco un monsieur dont on parlera dans un prochain podcast, un certain dénommé Greg Stanford, Et oui, qui trouvait son univers très intéressant, qui avait fondé une petite compagnie qui s'appelait Chaosium, enfin qui travaillait, fondait, je sais plus exactement, et qui lui avait proposé un contrat pour publier son matériel. Et en fait, lorsque Chaosium a reçu le texte, il a dit non mais on peut pas publier un truc pareil, voilà, c'est pas sérieux. Le système de règles était complètement foireux, et on en reviendra parce que le système de règles joue un rôle très important dans le oui, tout à multivers. fait. Très important, et Et on donc, verra que d'ailleurs, ouais, c'est pas toujours ouais, en fait, c'est le gros adapté. problème. C'est le gros problème du système du multivers. Et donc, le manuscrit a été refusé. Hargrave l'a très mal pris et avait d'ailleurs presque accusé Stadford d'être responsable de son échec. Enfin bref, il y a eu une bisbille qui est devenue assez légendaire, à ce qui paraît. Mais voilà, c'était la première expérience. Et en fait, c'est ce qui va pendant pas mal de temps, je pense, finalement, cristalliser un peu ce que sont les jeux à multivers, c'est-à-dire des jeux dans lesquels, en fait, des univers différents à celui de la normalité arrive, nous envahit, et ce qui permet en fait de jouer des confrontations auxquelles on ne va pas être habitué. Ou envahissent enfin envahissent en tout cas le monde dans lequel tu as l'habitude Voilà, de c'est jouer. ça. Parce que je pense par C'est exemple à Ravenloft, c'était un peu le mm, principe aussi. C'était plus ouais. tard, mais c'était un peu le Mm. principe. Voilà. Et effectivement, voilà, Arduin, ça va être ça. Alors après, bon, il va y avoir des tas d'itérations, des jeux qui vont être moins connus, enfin qui vont jamais finalement franchir la barre de l'Atlantique, etc. Et on arrive en fait
on va arriver à une scission sur les types de jeux à multivers, c'est-à-dire où globalement, à partir des années 90, on va dire, bah tiens, en fait, ce qui serait peut-être plus intéressant, c'est que ce soit les joueurs qui voyagent, en fait, qui se rendent Et dans oui. d'autres multivers. Bah, même Euh, 80, puisque Mega, en France, c'est très connu, c'est Mega, c'est ouais. Alors, 85, 86, non? Mega, j'essaye de retrouver la date depuis un petit bout de temps pour avoir exactement le point. J'ai pas réussi à retrouver. Alors, je mets quand même un petit bémol parce qu'on parle, on dit méga, mais en fait, celui que les joueurs connaissent, enfin, celui que beaucoup de joueurs connaissent, c'est méga 3. Oui, absolument. Et Absolument. méga Mais il y 3, a eu par contre, Mega 2 et Mega 2, 1 voilà. sur Et méga 1, jeu et c'était stratégie, je crois, hein. voilà, c'est ça. Donc là, Ouais. effectivement, on est dans les années 80. Le méga 3, celui que l'on connaît, par contre, lui, c'est les années 90. J'ai plus la 84 pour Mega 1, 1, 86 pour Mega 2. 2 et méga 3, je sais plus. Vraiment. 93. Voilà, 93. Et qui est en fait le. Alors, méga 3, c'était un hors série de Casus Belli, mais Ouais. avec l'univers entier du truc et un système de règles. Le système de règles de méga 3, que de bonheur, que de souvenirs. Mais bref, c'est là en fait, tu vois, dans les années 90, ça va être à la mode, hein, pour reprendre Ouais. c'était la mode en ce temps-là. On va avoir une tripotée de jeux Et et oui. avec effectivement ces deux branches, c'est-à-dire d'un côté des jeux à multivers où on voyage dans des multivers différents. Multivers d'ailleurs vu aussi un peu au sens large, c'est-à-dire ça va être des lieux différents, mais ça peut être aussi des époques différentes. Oui, On tout à voyage fait. pas simplement dans un autre univers, mais on peut voyager dans le temps. On parlera quand on fera le podcast sur les adaptations. Bah, on a eu très rapidement une adaptation de Doctor Who Bien entendu. où Bien on entendu. voyage dans le temps. Hein. Et à côté des multivers où en fait ce sont des univers qui cohabitent. Oui. Des univers différents qui envahissent et qui finissent par cohabiter, créer des guerres. Et là, il y a deux jeux de rôle, et c'est pour ça que je voulais aussi en parler, parce que ce qui m'intéresse, c'est finalement qu'est-ce qu'on fait avec ces multivers. Eh ben Il y a deux évidemment. jeux de rôle qui vont être intéressants pour ça, c'est Rift et Torg. Mm. Et j'ai presque envie de dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, pour résumer les Je suis choses. assez d'accord. Je suis assez d'accord. Surtout, alors Rift, je connais assez mal. Je connais beaucoup plus, beaucoup mieux Torg, évidemment. Je crois d'ailleurs qu'il a mieux fonctionné sur la durée, je crois. Pas à sa sortie. Enfin, Torg fait partie de ces jeux qui ont assez mal fonctionné. Enfin, c'est West End Games qui le publiait. West End Games avait un gros problème en fait euh, de finish entre guillemets. Ces produits Oui. étaient souvent d'assez mauvaise qualité. D'ailleurs, c'est resté un truc en France. Les livres Torg, c'était tu les regardais Ah, un c'est peu de une travers catastrophe. et ils Catastrophe. tombaient. Et surtout aussi au niveau éditorial, on voyait que eux-mêmes ne prenaient pas très au sérieux finalement cet univers-là. Alors pour la petite anecdote, Torg c'est un acronyme. Et oui, et Torg, ça veut dire The Other Role Playing Game. Les gars, ils avaient même pas de nom en fait pour leur jeu, donc ils avaient construit Et ils ça se comme sont ça. dit, oh, ça va être Torg, ça va être bien, et vas-y. Et c'est Les devenu chevaliers de tempête, je sais pas quoi. voilà. Et le truc en fait, c'est que pour les auteurs de Torg, c'était une blague, c'était un univers blague. Et d'ailleurs, quelque part, quand tu le regardes l'univers, C'est un c'est un univers. c'est un univers blague, mais eux, ils ont poussé la blague très loin. L'objectif, c'était pas de faire quelque chose de cohérent, de sérieux, c'était d'avoir des super-héros dinosaures qui affrontent des horreurs Lovecraftiennes, et puis basta. Sauf que, incidemment, ils ont créé un univers, ils ont quand même fait quelque chose qui avait une forme de cohérence et que des gens ont pris au sérieux, qui se sont dit bah tiens non, on pourrait en faire quelque chose de bien. Et c'est ce qui fait qu'aux États-Unis, en fait, c'est assez rare, on a eu une véritable scission entre les joueurs et les créateurs de l'univers. D'ailleurs, les créateurs de l'univers voulaient partir dans une direction et puis bon, globalement, ils vendaient leurs trucs à l'arrache et Complètement, ouais. C'était terrifiant d'ailleurs. ça fonctionnait pas très bien. Et les joueurs, ben, qui à la fin disaient mais arrêtez, vous êtes en train de détruire votre univers. Et le jeu s'est arrêté. En fait, Torg s'est arrêté assez rapidement. Enfin, s'est arrêté non, pas assez rapidement malheureusement. Ils ont sorti des derniers suppléments, c'était grotesque. Et à tel point d'ailleurs que lorsque Western Games a perdu, enfin ils sont débarrassés de la licence, ça a été repris, enfin c'est parti, c'est revenu, et dans l'un des suppléments qui n'avait pas été publié par le truc, il y avait un des gars qui marquait en fait ne prenez pas en compte les suppléments précédents parce que c'est n'importe quoi. C'était littéralement marqué dans le bouquin, quoi. Donc quand tu arrives à ce stade-là. Alors justement, puisqu'on parle de Torg, pour continuer un tout petit peu sur Torg, parce qu'on le présente quand même, minimum, Bah qu'on oui. présente un minimum Torg pour celles et ceux qui connaissent pas. Torg, en fait, tout simplement, c'est notre Terre de nos jours. Bon, c'était il y a 20 ans, donc 30 ans, donc quand ça a été écrit.
c'est notre Terre contemporaine qui un jour se réveille envahie par des créatures d'autres univers. Alors, ces créatures, ces dieux, ces êtres supérieurs, appelez ça comme vous voulez, sont en fait des extraterrestres qui viennent d'autres plans de réalité et qui amènent avec eux leur réalité. Et la Terre se retrouve morcelée, alors pas physiquement, mais comment on pourrait dire, presque territorialement, géographiquement, puisque par exemple une partie des États-Unis devient une espèce de jungle, une jungle clairement inspirée par Jurassic Park, mais avec des hommes lézards. Alors, c'est pour ça on revenait sur le coup de la blague. Ça fait référence vraiment à des trucs de la pop culture Complètement. américaine, chacun de ces univers. Et alors, The Living Land, en fait, bon, faut pas oublier, Torque c'est 90. Living Land, leur grande inspiration et même vont le dire, c'est Cadillac et dinosaures. Oui, Alors, absolument. ceux qui connaissent un peu la culture américaine, Cadillac et dinosaures, c'est nanar au possible. C'est vraiment les gros bras, les gros mecs, les Ah ben de bimbos toute dans façon, des, tout est voilà. nanar dans Torg. Et donc, vous avez ces différentes zones. Vous avez donc, par exemple, la France, c'est devenu une espèce de cyber-papauté. Vous avez l'Angleterre, évidemment, c'est devenu médiéval fantastique. Vous avez, je crois qu'au Caire, c'est devenu très pulp, c'est Indiana Jones, etc., etc. Bon, C'est une sorte de mélange du faucon maltais et effectivement alors c'est le pulp en fait des années 30, c'est-à-dire vraiment le début, les premiers Superman et compagnie. Donc c'est-à-dire qu'on a des super-héros mais qui sont pas forcément des super héros avec différents types, voilà. Donc et comme tu dis, ça c'est un point qui va être très important, c'est que chacun de ces cosmes, parce que c'est comme ça qu'ils l'appellent, envahissent en fait une portion de la Terre, lui impose ses règles, et ça va être important parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver très souvent dans les jeux qui vont venir par la suite, c'est-à-dire que quand vous entrez dans ce monde-là, vous ne pouvez, enfin, c'est ce que vous importez des autres univers ne vont plus fonctionner parce que ils n'ont pas les mêmes règles forcément. Alors c'est des systèmes de paliers, c'est-à-dire que globalement, si vous allez par exemple dans le monde des dinosaures, tout ce qui dépasse la technologie de la Terre primitive ne fonctionne pas. Voilà, c'est ça. c'est Un un peu le gourdin principe. marchera, une épée, évidemment, parce que c'est physique, c'est mécanique. Mais par contre, vous amenez une arbalète, ça marche pas, c'est magique. Un flingue, n'en parlons même pas. Etc. Sauf évidemment pour les héros qui, voilà, évidemment, parce qu'il faut bien que vous puissiez jouer et il faut bien surtout que vous puissiez être complètement délirant avec votre pétoire face à un dinosaure, sinon c'est pas drôle puisque ça a été créé pour ça. Et évidemment, le héros, lui, les héros, les joueurs peuvent importer un bout de leur réalité et donc continuer à utiliser leur technologie à eux. Le truc qui était important, par contre, ce qui était presque intéressant, c'est qu'en fait, cette réalité, alors, soit ça va l'empêcher de fonctionner, soit va le convertir. C'est-à-dire, va interpréter cet objet en disant, bah voilà, dans cette réalité, voilà à quoi ça ressemblerait. On parlait notamment, donc, de l'Angleterre, qui a été convertie dans un monde médiéval fantastique. Et, dans cet univers, dans cette Angleterre, par exemple, les ogives nucléaires ont été transformées en de sortes de gigantesques golems de destruction. Et, notamment, c'était l'un des petits scénarios où l'un de ces golems se réveille et commence à tout détruire. Donc, une forme d'interprétation que je trouve intéressante en plus, hein, c'est vraiment quelque chose qui peut être bien exploité, mais qui était traité par la blague en fait, qui était vraiment, voilà, c'était C'est ce traité que je par la voulais blague. dire, c'est que pour conclure sur Torg, vous avez quand même un univers qui est plus que bancal, alors qu'ils ont essayé de lier, malheureusement, et à l'usage, pas très intéressant à jouer. Important à souligner, le jeu de rôle a été réédité récemment, mais donc par des auteurs, enfin c'est toujours Western Games hein, qui fait le. Est-ce que c'est toujours Western Games? Tiens, c'est une bonne question. Donc a été réédité récemment et par des nouveaux auteurs qui cette fois-ci ont décidé de faire ça de manière beaucoup plus cohérente, de faire ça de manière beaucoup plus assise. Et il y avait aussi un autre truc qui était très important, comme je l'ai dit, hein, c'est des gars qui étaient vraiment inspirés par tous les films nanardesques, les G.I. Joe, Cadillac et Dinosaures, American Ninja. Et l'un des gros défauts de Torg, et quand tu relis les matériaux notamment dans la langue d'origine, c'est le racisme omniprésent. Ah, ça purement, c'est un point de vue américano-centré, c'est terrifiant. C'est terrifiant, c'est vraiment waouh, et notamment sur le Japon, puisque la grande crainte des années 90, c'est C'était le notamment Japon technologique, voilà, ce monde plein de mystères, etc. Enfin bon, c'était, mais la entre façon, tradition et ouais, modernité. exactement. Et donc effectivement, quand on lisait Torg, enfin moi à l'époque quand je l'ai lu, voilà, ça m'avait pas marqué. Quand je le relis maintenant, Ah, c'est l'enfer, l'enfer. et alors le souci, c'est que
en plus, c'est laissé à la libre interprétation des joueurs. T'avais des trucs qui disaient, voilà, la cruauté de orientale du méchant, je sais plus comment il s'appelait. En plus, il avait un nom qui faisait Kataka, je crois, un truc comme ça. Ah non, mais tout est cataclysmique. Voilà, et du coup, effectivement, tu imagines le gamin américain des années 92 qui va jouer à ça, bah, il va se lâcher, quoi. Donc, ça, par contre, c'est vraiment des trucs qu'ils ont nettoyés, ouais, ils ont réécrit, ils ont dit non, ça, on peut pas faire ça à notre époque. Et par contre, l'idée de cette guerre, de ce côté, moi, je trouve ça quand même intéressant. Tu disais, c'était pas intéressant. Moi, au contraire, je trouve ça assez intéressant parce que ça, ça interroge aussi sur l'objet, enfin sur le rapport que va avoir le joueur avec ce qu'il utilise, les médiums qu'il utilise, la magie, etc. Et je pense sincèrement qu'avec un bon meneur de jeu, avec quelque chose, avec un bon pitch, un scénario qui peut être intéressant, c'est faisable. Et surtout, et c'est là où on va revenir, l'un des problèmes que posent tous les jeux à multivers, c'est que comme dit, tu fais cohabiter plusieurs univers. Il faut faire donc un système de règles qui permettent de faire cohabiter tout ça. Moi, j'ai deux problèmes vite fait avec ça. Comme tu dis, les règles, mais on va y revenir. Il y a juste le problème dans Torg, c'était trop d'univers différents qui devaient cohabiter. C'est-à-dire, j'aurais préféré, parce que c'était très intéressant sur certaines visions, comme tu dis, c'était pas mal, certaines idées étaient bonnes, mais il y avait clairement des endroits où c'était tellement, en plus c'était trop proche géographiquement, mais là aussi on sentait bien le côté l'ignorance. On sentait bien l'ignorance de l'américain qui Non, écrit c'est son fun. truc. Je suis Voilà, désolé de le dire c'est comme ça. fun. Bah oui, non, mais c'est fun. C'était Voilà, voilà, c'était c'est le côté. On va faire là, on va faire ça parce que. et Et ça collait pas quoi. j'ai presque envie de dire un petit côté aussi mercantile parce qu'on va dire tiens pour le public on va faire ça pour le public anglais. Moi j'ai presque été étonné qu'ils aient pas fait un truc pour l'Allemagne quoi par exemple quoi. Enfin bref, bon ils se sont retenus parce que je pense que sur l'Allemagne ils auraient fait un truc qui avec des aurait pu nazis. voilà c'est ça et ça aurait parti complètement à l'ouest. Mais on a voilà. Par contre il y a quand même largement quelque chose qui était faisable et dans la nouvelle édition là j'ai eu l'occasion de la feuilleter il y a quand même voilà, ils ont réussi à faire quelque chose d'un peu plus intéressant, mais par contre, c'est clair que il faut, il faut désacraliser ces univers. Tu peux pas dire, voilà, je vais faire cohabiter Tolkien. Je suis fan de Tolkien et je vais aller me battre contre Doctor Sleep, le méchant de Ouais, trucs. c'est pas possible. Ça marche pas. Il faut un état d'esprit, mais en termes de mécanique, en termes justement je dirais d'articulation, ça fonctionne. Alors le premier problème de Torg, on va revenir rapidement là-dessus, ce sont ses règles. Oui. Et c'est toujours un truc qui est compliqué parce que les règles fonctionnent finalement dans un paradigme qui fait, c'est d'ailleurs un des créateurs de Donjons Dragons qui on leur avait posé, mais pourquoi il n'y a pas d'armes à feu dans Donjons Dragons puisque la poudre est quand même quelque chose qui était inventé assez. On a des premières armes à feu quasiment dès la fin du Moyen Âge, à peu de choses près. Bon, extrêmement balbutiante et qui vous pète plus à la gueule qu'autre chose. Et il disait, mais en fait, on a un énorme problème avec les armes à feu parce que tout notre système de règles est articulé autour du combat de mêlée. Et tu le vois bien. Eh oui. Or, une arme à feu et une épée dans la tronche, finalement, ça, voilà, ça revient au même. La seule différence, c'est qu'une arme à feu, c'est à distance. Pourquoi j'utiliserais une épée si je peux prendre ma pétoire et vous tuer à distance et de même, un dragon, voilà, si j'ai un F-16 capable d'envoyer des missiles à distance, le dragon, il est bien gentil. Oui, on s'en fout Crée quoi. voilà, ça crée des échelles de rapport qui sont compliquées. Et quand vous essayez de faire cohabiter tout ça, ben, j'ai rarement rencontré d'univers dans lequel ça fonctionnait. C'est extrêmement difficile. Tu regardes par exemple Shadowrun, qui est aussi finalement qui fait cohabiter des multivers, mais bon, là on n'est pas dans un jeu à multivers. Mais tu as cette problématique de on doit faire vivre de la magie avec des armes à feu et il faut trouver un équilibre entre les deux. C'est toutes les éditions de Shadowrun se sont bagarrées avec ça. Oui, absolument. Et c'est très compliqué d'ailleurs. Ils essayent à chaque fois de trouver des circonvolutions pour essayer de passer autour, de pas trop. Mais comme tu disais, le problème c'est ça. Le problème c'est à quel moment ça devient ridicule d'avoir un lance-roquette face à quel moment le dragon vous fait peur, comme tu dis, si j'ai un F-16, si j'ai un lance-roquette, si j'ai une batterie de missiles, bah il me fait plus peur a priori. Donc il faut le rendre plus agile, plus machin, et surtout comment tu le joues. Voilà.
C'est-à-dire quel dé Ça tu va être, lances, quoi. voilà, c'est comment tu construis l'idée. C'est pour ça que l'idée de la conversion dans Torg était assez intéressante, c'est-à-dire de dire bah tiens le gars il va se ramener, ouais il a son lance-roquette machin et puis subitement son lance-roquette se transforme en une sorte de bâton lanceur de boules de feu, mais lui il sait pas l'utiliser parce qu'il a jamais eu de bâton de la. C'était un peu ta gueule, c'est magique. Parce que je me souviens qu'il y avait une bulle de réalité. Tu te baladais avec une bulle de réalité d'1 mètre ou 2 autour de toi. Et donc, du coup, tu ne pouvais pas tirer au lance-roquette parce que si tu tirais Ça au sortait lance-roquette, dès que ça dépasse la bulle, ça change. exactement. Enfin, Et les champions. Et en fait, l'une des façons où on pouvait casser le système, c'était que il fallait jouer sur cette bulle de réalité. Mais le truc, parce que c'est là où quand même tu vois que les gars ont un tout petit peu réfléchi, contrairement à l'autre jeu, c'était de dire plus l'écart va être violent entre ce que vous essayez de faire et les règles de cette réalité, plus le retour, en fait, le choc en retour va être extrêmement violent, pouvant ça, c'était entraîner des bien, ouais. tempêtes de réalité qui malgré tout pouvaient liquider une équipe. Hein, faut être très clair. Donc on Oui, pouvait oui, pas oui, non. oui. Il y avait un côté magique, mais le côté magique ne me dérangeait pas dans le sens où elle s'inscrivait entre guillemets dans l'univers. C'est-à-dire ça Oui, il y expliquait avait un aussi. effet boomerang. Voilà, Il y avait, oh, il y je avait suis des d'accord. effets Je suis boomerang. d'accord. Ça expliquait aussi pourquoi il y avait plusieurs envahisseurs et pas un seul envahisseur, parce que le gars, le premier envahisseur avait vu que l'univers en fait était trop riche, les règles de la Terre étaient beaucoup trop puissantes, donc il pouvait pas venir tout seul, il était obligé de chercher des alliés. Donc il y C'est avait une ça. forme de cohérence interne qui était plutôt quand même assez satisfaisante quand tu prenais un peu de lointain, contrairement à Rift. Je te laisse le présenter parce que je ne connais absolument pas. Alors, Rift est sorti exactement en même temps que Torg. Hein. Il est sorti dans les années 90. Ça a été c'est le jeu d'un seul homme. Hein. Faut être très important là-dessus. Hein. Un certain Kevin Siembieda, hein, qui a écrit ça tout seul de ses petites mains, parce que lui, ce qu'il aimait, c'était le côté footrack. Alors, je vais pas m'attarder trop sur Rift parce que enfin, vraiment en termes d'univers, il n'est pas intéressant. Rift, c'est vraiment l'idée. Voilà, la Terre est envahie par des réalités alternatives, donc on retrouve le pitch de Torg. Sauf que, au lieu qu'il y ait des règles précises à ces invasions, etc., c'est la fête à la saucisse. Hein, c'est-à-dire que tout le monde vient, on mélange des bazars. Vous avez l'Atlantide, vous avez les magiciens, vous avez les aliens, vous avez les dinosaures, vampires. Enfin, faites-vous plaise. Tout ça arrive et on crée en fait un système de règles qui est censé faire vivre tout ça. Il y a deux problèmes. Bon, déjà le fait que la pizza, banane, saucisse, machin, etc., c'est indigeste. Hein. Il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que vous avez intérêt à avoir un système de règles qui soit à la fois souple et quand même suffisamment encadré pour éviter que ça parte dans n'importe quel sens, ce qui n'est pas le cas de Rift. C'est le système Palladium. L'autre Ouf, d'accord. problème, ouais, voilà, ouf comme tu dis. L'autre problème, c'est que il faut aussi quand même que tu aies une certaine cohérence dans l'écriture. Et il y a un point que tout le monde reconnaît, c'est que Kevin Siembieda, ben, la cohérence dans l'écriture, c'est clairement pas son fort. Et que Ça, c'est dommage. tu me parlais de problèmes, on va dire, de vision culturelle. Ben Torg, au moins, ils arrivent à placer Paris sur une carte. Ah ouais, on en est là, quoi. Ouais, on en est là. Le gars, il confondait ses rivières. Enfin voilà, il en avait rien à secouer. Et ça a été une sorte de. Alors, le type a réussi à vendre son machin pendant très longtemps parce qu'il avait deux mérites, c'est que comme il était le seul, alors il avait un rythme d'écriture qui était délirant, il était le seul quasiment à collaborer là-dessus, donc il n'avait pas grand monde à payer, et surtout il vendait ses bouquins pas chers. Donc quand vous regardiez par exemple les prix des suppléments Donjons et Dragons, comparé à un bouquin Rift, voilà, c'était assez branque. Et si vous regardez la gamme Rift, en fait, c'est fou, et même ça reste encore aujourd'hui l'un des univers qui a été le plus développé après. Tu vois, alors le truc qui me fait rire, la description de la France. Donc la France a été envahie par des hordes de gargouilles. Ainsi que par la nouvelle Camelot, le NGR, je sais pas, etc. Enfin, c'est à part la On n'a nouvelle pas de bol, quoi. République allemande, voilà. Donc ouais, D'accord. c'est foutraque. Mais bon, ça le mérite. En fait, si tu veux, l'un des mérites, et on va revenir à ça, c'est que finalement, ce qui fait l'intérêt du multivers, c'est le dépaysement. Et oui, et Voilà, oui. et c'est ça. Et c'est ce que Rift en fait offrait. Alors là, j'ai quand même, voilà, bon, j'ai quand même donné des coups de pied dans le cadavre par terre parce que c'est vrai qu'à côté, mais le type aussi se fait extraordinairement plaisir, quoi. Quand je veux dire, l'une des grandes puissances de l'Amérique du Nord, c'est le Québec libre.
Oui, 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 je vois. Il y a cette espèce de délire un peu, on va se faire plaisir, je vais raconter ce que je veux et je vais dire que c'est un multivers, comme ça me permet vraiment de pas avoir à être cohérent. C'est une excuse. Alors moi, c'est ça qui Ouais, m'embête un peu avec ce genre de c'est une multivers. excuse. Ce sont des excuses pour ne pas être cohérent. Et alors, pourquoi pas, ça peut fonctionner, mais c'est pour ça, quand je te disais pour Torg, que à mon avis, ça ne fonctionne pas sur la durée, c'est-à-dire que oui, tu vas faire peut-être une session de jeu avec un MJ et puis vous allez bien vous marrer autour de la table, mais je me vois mal suivre sur une campagne, moi en tout cas, hein, personnellement, je me vois mal suivre sur une campagne un truc aussi foutraque. Contrairement, bizarrement, et ça me permet de faire un lien avec Cocorico Méga. Eh oui. Bah, Et parce oui, que Méga, on est dans un. Il y a quand même un point qui est important dans Méga, c'est qu'il y a une présentons proposition. Méga d'abord. Voilà. Présentons Méga. Donc tu l'avais souligné, c'était effectivement un hors-série de jeux et stratégie. Donc jeux et stratégie, vieux magazine français Oula. qui est, comme son nom l'indiquait, se consacrait essentiellement aux jeux sur table et les jeux entre guillemets nobles, c'est-à-dire les échecs, le Go, etc., etc., et qui s'est ouvert progressivement, et c'est le grand mérite de jeux stratégie, à toutes les formes de jeux sur table, donc les wargames, les jeux sur plateau et les jeux de rôle. Oui. Et c'est dans le cadre du jeu de rôle qu'est sorti un hors-série de jeux et stratégie qui s'est appelé Casus Belli, qui va devenir par la suite son propre supplément, enfin son propre magazine. Et dans le cadre de ça aussi, donc effectivement, une sorte de jeu qui se voulait un peu le jeu des jeux, c'est-à-dire voilà, vous aimez Donjons Dragons, bah, vous allez pouvoir faire du jeu de Donjons Dragons, vous aimez la science-fiction, vous allez pouvoir faire ça, méga. Par contre, méga, lui, en fait, ne laisse pas de liberté aux joueurs puisque vous faites partie d'une organisation qui voyage à travers des dimensions dans le but entre Et le temps. guillemets et le temps, hein, voilà. Dans le but, alors, soit de les protéger parce que on constate qu'il y a des instabilités, il y a des trucs qui se passent et il faut absolument préserver la cohérence temporelle, etc. Ou simplement par curiosité parce que tiens, il y a un truc bizarre et on va voir ce qui s'y passe. Donc, une sorte de proposition qui va rejoindre un autre jeu qui n'est un autre univers, mais on va le conserver peut-être pour le prochain podcast, qui fait un peu la même chose qui est Star Trek. Oui, absolument. Bah, de toute façon, il y a une grosse inspiration Star Trek, il y a une grosse inspiration Doctor Who. Après, c'est juste pour préciser sur Méga, parce que c'est quand même vieux, donc je pense que la plupart des auditeurs n'en ont peut-être jamais entendu parler. Il y a eu deux énormes avantages français, hein, français à Méga, et qui a été, je pense, un très très joli coup stratégique de la part de Jeux et Stratégie, justement. Ça a été de le vendre sous format magazine et en kiosque. C'est-à-dire que vous trouviez manga, méga, pardon, vous alliez le trouver à côté de Tilt, Joystick ou je sais pas quoi. Ce qui a été une explosion pour aussi, ce qui a été une vitrine très importante pour le jeu de rôle. Parce qu'il y a des gens qui ont découvert le jeu de rôle en achetant ce magazine. Parce que c'est, en plus, c'est le côté jeu colonie de vacances. Ah, complètement. Il faut pas oublier, bon, les années 80-90, ça reste encore le cas. Il y avait beaucoup de parents qui, pendant les grandes vacances, envoyaient leurs gamins dans des colonies de vacances. Et ben, pour occuper les gamins, les gentils animateurs de colonies de vacances, qui souvent fallait trouver des activités, y compris lorsqu'il pleuvait dehors et qu'on pouvait pas faire la sortie programmée, ben, chopaient rapidement, soit parce qu'ils connaissaient le jeu de rôle, etc. Puis il y en avait d'autres qui avaient récupéré ça. Alors, Méga 3, mine de rien, c'est pas un jeu que je rangerais dans la catégorie découverte, hein, parce que Mega Non. 3 était accompagné d'un système de règles. Ah, après, j'ai pas dit que c'était la grande qualité pour les règles, mais il y a eu ce côté-là, et je vais même te dire, je me souviens, alors moi je me souviens pas, je l'ai trouvé sur l'INA, mais il y avait même eu une émission de télé sur un France 3, mais pas régional, un France 3 national. Alors je crois que c'était en plus, tu sais, tous les vieux de la vieille, de Casus Belli, la Guizérix, enfin tous ces gens-là, Tristan l'homme, etc. Voilà. voilà, qui sont autour, le droit, tout ça, qui sont autour d'une table. Donc ils ont quoi? Ils doivent avoir la vingtaine, 25 ans à tout péter, et ils sont autour d'une table et ils jouent à Méga, et en même temps ils jouent leur personnage. C'était filmé par France 3, déguisé, ils jouent leur personnage comme si ça leur arrivait vraiment. Ça se trouve dans les archives de l'INA, et franchement, allez voir ça parce que Et c'est avec une magie les trucs. ce style inimitable de ces reportages télé qui essayaient de se consacrer à un truc qu'ils comprenaient pas C'est et ça. qui, quelque part, bon gré mal gré, le rendent ridicule en disant ah là là, quel public étrange. Enfin ouais, c'était. Mais c'était mignon. Oui, c'était mignon. Et surtout, ça change du discours qui viendra quelques années plus tard C'est en disant ça. qui aurait été regardez ces satanistes, des pauvres, ils ont perdu Ah oui, contact non, avec là, la non, non, réalité. tu Voilà. sens que c'est vraiment le reportage. Il faut vraiment que vous le voyez. Si je le retrouve, je mettrai le lien en description de l'épisode.
parce que c'est vraiment le reportage d'une bienveillance. Alors c'est foutraque, mais c'est d'une bienveillance. Après, voilà, moi, le Méga 3, moi, je l'associe vraiment, effectivement, plutôt à ce côté colonie de vacances, et comme tu dis, le fait que ça soit achetable. Par contre, on en revient effectivement à cette problématique qui était le système de règles, et qui, Ah fort oui. heureusement, en fait, bon, ça, c'est l'héritage des années 80-90, où on voulait des systèmes de règles qui soient simulationnistes, qui couvrent tous les champs possibles que pouvaient rencontrer les joueurs. Et on part sur un système à pourcentage, mais avec des calculs qui étaient complètement branques. C'est une maladie qu'on va retrouver dans pas mal de jeux de cette époque. Là, j'en avais vu un il y a pas longtemps où on demandait au gars de faire un calcul en pourcentage, puis après de le diviser par X et de multiplier par 0,1. Enfin, tu vois, Ouais, non, ce voilà, genre de c'est pas trip. possible. Et Mega 3, bon, y avait quand même un peu ça, et c'était... Alors après, c'est un truc que tu vois toujours quand tu parles, quand tu vois des enfants jouer. En fait, les enfants sont tout à fait capables d'aborder la complexité, hein. Il suffit de voir par exemple des gamins qui jouent à Pokémon. Pokémon n'est pas un jeu simple à proprement parler, et pourtant, bah, parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils sont à fond dedans, Mais bien sûr. voilà, ils vont s'en sortir. Bon, Mega 3, je mettrais peut-être une exception dessus. J'ai joué à Rollmaster, j'avais 14 ans. J'ai fait qu'une seule partie. Parce qu'il Oui, faut pas déconner. Mais voilà, oui, il y a des limites à la torture. Mais le Mega 3, par contre, pour en revenir à ça, et surtout en revenir, qu'est-ce qu'on fait avec un multivers? Je parlais de contraintes, c'est-à-dire en fait, ça aussi il faut le rappeler, dans Mega, vous faites donc partie d'une organisation. Et cette organisation qui va chercher ses membres à travers le multivers, c'est-à-dire que vous pouvez aussi, un point qui est important, avoir dans votre équipe un gars qui vient de la dimension X avec un machin, une elfe, un truc, etc. Tous ont été entraînés par l'organisation pour pouvoir aller intervenir. Donc ça simplifie aussi énormément le pitch, entre guillemets. et Et oui. Et la voilà, ça, réunion des personnages. la réunion des personnages, ça donne une excuse à tout et pour tout. Et du coup, par contre, ça contraint aussi un peu les enjeux. Alors après, tu peux tout à fait imaginer le phénomène série américaine, hein, c'est-à-dire chaque Mais c'est ça. Hein. épisode un truc différent. Éventuellement, tu rajoutes un grand méchant qui revient de saison en saison avec un truc. Tu termines une première saison Mais et puis tu passes à autre chose. tu sais que Ça fonctionne. Mega, moi, ça me fait beaucoup penser à Sliders ou à encore plus à Stargate finalement. Stargate, même Doctor Who à sa manière, enfin tout ce qui est très saison. Et je pense que c'était quelque chose qui était totalement voulu par les Je créateurs parce pense. que Je pense. ça, comme dit, c'est presque du one shot. C'était vendu sous format magazine. On faisait une ou deux parties, deux trois parties avec les copains en colonie de vacances. Si ça plaît, bah après il y a tous les outils pour créer. Voilà, de toute façon vu que c'est du multivers, tu peux te faire plaisir et ça a fonctionné. Et si la personne se découvre une passion pour le jeu de rôle, alors là il a sous la main tout ce qui va lui permettre de se faire plaisir. Au point où, parce que j'ai réussi à récupérer. Alors, pour la petite anecdote, j'ai acheté Mega 3 en kiosque, bien entendu, avec mes petits sous de la semaine. Et oui, que j'avais dûment économisé. Je sais plus combien c'était, je crois que c'était 20 balles en plus, 20 francs, hein, donc c'était rien du tout. Même pour l'époque, c'était pas grand chose. Plus tard, j'ai réussi à choper Mega 2. J'ai jamais chopé Mega 1 à mon grand désespoir, mais j'ai réussi à choper Mega 2. Et bien, dans Mega 2, vous aviez à la fin toute une liste de si ça vous a plu, voilà les jeux de rôle les jeux de rôle carrément sur lesquels vous devez aller jeter un œil. Et il vous faisait tout, puisque ça venait d'un magazine, ça venait de jeux et stratégie et ça venait de Casus Belli, il vous conseillait allez voir ce que c'est RunQuest, allez voir ce que c'est Stormbringer, allez voir ce que c'est l'appel de Cthulhu, allez voir ce que c'est Donjons et Dragons, et c'était hallucinant quoi. Donc dans quel jeu de rôle on te dit d'aller voir d'autres jeux de rôle, tu vois? Ah mais c'est bon, après ça c'est quelque chose qu'on va souvent retrouver en France, on va aussi retrouver dans certains jeux de rôle américains, et, et je pense que c'est lié aussi au fait de qui écrit les jeux de rôle en France, c'est-à-dire des gens qui ont fait une fac, etc. D'avoir à la fin une bibliographie, une filmographie, voilà, ça vous a été inspiré par ça, si vous avez aimé, pensez à voir telle chose, telle chose, telle chose. Et Bon, je pense que il me toi aussi, moi j'ai découvert énormément de choses grâce aux bibliographies proposées à la fin des jeux de rôle. Hein. Alors moi, comme dit, je triche parce que petit dernier de la famille, j'avais des grands frères qui avaient déjà en fait une bibliothèque, donc j'avais pas, je voyais le truc, ah c'est inspiré de tel bouquin, puis j'allais prendre le Oui, bien livre en sûr, mais question dans le truc, mais voilà. Mais c'est vrai que t'avais, je pense à tous ceux par exemple qui ont découvert l'appel de Cthulhu, donc tu faisais,
pour beaucoup, c'est passé par l'appel de Cthulhu, puis ensuite vers Lovecraft. Mais ce qui était Bien sûr. intéressant, c'est que dans l'appel de Cthulhu, tu n'avais pas que Lovecraft, tu avais tous les autres auteurs, toutes les références, tous les films qui peuvent être utilisés pour l'univers. Donc ça, c'est important. Et c'est aussi une forme d'honnêteté, j'ai envie de dire presque une forme d'honnêteté intellectuelle, parce qu'il faut pas se mentir par rapport à ça. Or, autre avantage aussi de Méga 3, et ça, il faut aussi quand même, et on en reparlera aussi dans un autre podcast. L'autre intérêt des jeux à multivers, c'est de faire cohabiter des esthétiques différentes. Et oui, Et Méga 3, et ça par contre c'était la grande richesse de Casus Belli, avait sous la main des illustrateurs qui étaient mais géniaux. Moi je me rappelle absolument. les cartes de Casus Belli, les illustrations de Casus Belli. C'était Bon magnifique. bah voilà, beaucoup se rappellent de Roland Barthélémy, hein, parce que bon il y avait la pin-up de Casus Belli, bon autre temps autre mœurs, hein, voilà, mais qui faisait à côté de ça des illustrations qui étaient extraordinaires. Bah, il y a eu Croque le Beau, je crois, qui est devenu une bande dessinée Voilà, après. tout à fait. Mais c'est Casa, hein, voilà, Casa qui était aussi intervenu là-dedans, donc il y avait des illustrations. Et en fait, on parlait de dépaysement, ça joue énormément. Bien avant finalement Shadowrun et sa cohabitation, le fait d'avoir un elfe avec un AK-47, ce genre de choses, ou des hommes lézards à bord de Cadillac, etc. Voilà, ça suscite au minimum la curiosité, ça évoque, ça fait jouer les choses, et surtout, ça nourrit l'imagination. Et c'est quand même une bonne chose. C'est pour ça que je reste quand même assez attaché à ces jeux multivers. C'est pour ça que j'ai gardé en souvenir Rift, malgré tous les défauts. Parce que tu regardes les couvertures de Rift, tu vois effectivement des dénominations comme l'Empire des Gargouilles, qui envahit la France. Bah, oui, ça te travaille ton imaginaire. Alors le problème, mais qui n'en est pas un, mais qui en est un quand même, puisqu'on est dans le multivers, donc on fait le yo-yo. C'est comme tu disais, les règles. Ça, on a vu que malheureusement, ça dépend énormément des règles. Le deuxième problème, c'est justement la capacité d'adaptation plutôt du maître du jeu. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un univers cadré, vous prévoyez votre scénario. Bon, j'écris mon scénario. On fera peut-être une émission un jour sur l'écriture du scénario dans le jeu de rôle. Vous prévoyez pour un univers. Donc vous savez que vous allez avoir autour de votre table, comme tu disais, le chevalier, l'elfe qui tire à l'arc, je prends vraiment les archétypes les plus pourris, le sorcier qui est souffreteux, et puis le nain qui est colérique. D'accord? À partir de là, vous faites votre scénario, vous avancez dans votre monde. Mais là, vous avez de tout. Vous avez le gars qui va avoir son pistolet laser, vous avez, comme tu disais, l'homme lézard qui, si ça se trouve, a des glandes qui crachent du venin à 10 mètres, j'en sais rien. Vous avez tout un truc. Et donc, vous avez intérêt à prévoir un scénario qui va pouvoir tenir tout ça ensemble. Et ça, c'est très, très, très compliqué. Et d'ailleurs, la plupart, même les scénarios écrits, vendus dans le commerce, je pense notamment au scénario de Torg, puisque j'en avais lu quelques-uns, c'était n'importe quoi. Mais alors, les scénarios de Torg, par contre, c'était vraiment lié à la qualité des illustrateurs, enfin des rédacteurs. Par contre, moi, je reviens toujours à la qualité de Torg, c'est-à-dire que c'est un univers, c'est un multivers, mais qui est contraint, qui est limité par ce système de possibilités, etc., qui dit justement, bon, alors si quelqu'un s'amuse à faire venir un dragon dans le monde pulp, est-ce que non, non, le dragon il va pas fonctionner, ça va se transformer en super méchant et subitement tu recrées une sorte de cohérence. Ouais, mais t'imagines la galère, quoi. Ah, ça peut, mais ça permet. Par contre, là où ça devient terrible, c'est Rift. Rift, Ah tu ne bah peux oui. pas jouer à Rift si enfin, tu ne peux pas utiliser tout l'univers de Rift sans avoir tous les suppléments. Et tu te retrouves à un défaut qu'on va retrouver dans pas mal de jeux à multivers, c'est le côté encyclopédique. Et c'est C'est-à-dire, ça. comme tu l'as dit, voilà, j'ai besoin parce que j'ai un joueur qui vient de là d'avoir le supplément qui me parle de la magie, j'ai besoin d'etc, etc. C'est un problème que tu vas retrouver aussi dans Donjons et Dragons, à sa manière, Tout à que fait. tu vas retrouver dans pas mal de Sachant jeux qu'en qui plus, sont. on les connaît, les joueurs, hein, ils vont acheter eux-mêmes le supplément qui les intéresse, et puis ils te disent comment ça tu connais pas, page 72, j'ai le droit de tirer du venin par mes glandes. Et là, tu fais. L'avantage de Torque, tu vas dire ah ouais, mais là dans le Japon technologique, tu as un niveau machin qui est très faible. Tu enclenches une réaction des possibilités. Fais-moi un test de réalité. Ah raté. Ah ben non, subitement ton truc devient l'équivalent d'un gaz machin pour lequel j'ai les règles ici et ça ne marche pas. T'avais effectivement oui mais bon, mais tu vois ça permet justement de rebondir là-dessus et je Un trouve qu'au peu, final un peu. c'était pas bête et en plus ça permet, ça rajoute une dimension au jeu quoi. Ça rajoute une mécanique de jeu qui est intéressante. Tandis que bon bah écoute c'est foutraque machin. Euh, à ce titre-là, il y avait un système de règles qui était intéressant. C'était alors
Il y a eu énormément d'adaptations de Doctor Who. L'une des toutes dernières, en fait, ne s'embêtait pas. Il disait, bon voilà, vous êtes confronté à des armes. Voici comment vous allez régler la chose. C'est-à-dire qu'il y a est-ce que l'arme est prévue, est-ce que c'est une arme qui est prévue pour être une arme? Oui, non. Est-ce qu'elle est létale? Oui, non. Voici le code de dégâts. Parce que effectivement, comme on se balade dans des tas d'époques, Ouais, tu peux pas. et le discours du rédacteur disait, mais en fait, c'est ridicule de faire la différence entre la mortalité d'une épée avec laquelle je vous embroche et d'un Magnum 45. Au final, si vous êtes T'es touché, vous embroché, quoi. mourrez, voilà, t'es embroché. Et en plus, ça servait un peu le propos qui est propre, qu'on retrouve souvent on en parlera dans Doctor Who, qu'il vaut mieux fuir hein, Oui, bien sûr, que d'aller au évidemment. combat. C'est une forme d'approche qu'on va voir se développer vraiment à partir des années 2000, c'est-à-dire bon, ben, on va sortir du simulationniste, du tout simulationniste, pour essayer d'avoir une approche qui va être un peu plus, alors j'aime pas le terme flou parce que c'est pas flou, mais Légère, légère, légère plus. et plus laissée à l'appréciation du meneur, mais par contre avec le défaut que tu dis, c'est-à-dire que le meneur, il a intérêt à avoir le jugement de Salomon pour éviter Ah que oui. les joueurs se disent ah mais c'est pas juste machin, etc. Ce que j'ai entendu d'ailleurs, parce qu'on essaye aussi de faire un podcast un peu didactique et pédagogique, comme vous l'avez sûrement noté. C'est ce que j'ai d'ailleurs entendu, ce défaut, chez pas mal de jeunes maîtres du jeu qui disent je suis débordé par mes joueurs, ils connaissent mieux les règles que moi, qu'est-ce que je fais? Ça revient très souvent. Cette espèce, comme tu dis, ce côté, faut quand même un peu de bouteille, hein, on en revient toujours à la même chose, il faut un peu de bouteille. Et pour les jeux à multivers, je t'avouerai, même moi, qui ai quand même une sacrée expérience derrière moi, j'ai même pas envie d'y toucher. Ah bah c'est des pavés monstrueux et c'est vrai que ça peut être sacrément intimidant s'il n'y a pas un travail entre guillemets, vraiment un travail d'édition. Il faut revenir à ça, Oui, c'est-à-dire à un moment donné, il faut que l'éditeur fasse son boulot et c'est pas forcé de dire bah non ça va pas fonctionner, ça va être trop foutraque, etc. En fait, ce qui est intéressant, c'est quand tu regardes l'histoire des jeux de rôle, tu vois qu'il y a en fait, t'en as eu pas mal de jeux à multivers qui sont sortis et certains sont des jeux qui sont morts-nés, hein. Soit oui. parce que ils s'écroulaient sur leur système de règles qui était beaucoup trop lourd. Là, j'avais vu par exemple, il y avait un jeu qui était sorti au début des années 80, qui était publié par Avalon Hill. Avalon Hill, c'était une boîte qui est connue surtout pour les jeux de société, qui a fait notamment Civilization et compagnie, Mm. Et qui qui a a pas fait des wargames aussi. qui a fait des wargames et qui a pas Lords of Creation, voilà, c'était le nom que j'essayais de me rappeler, qui a pas fonctionné parce que le système de règles qui était imbitable. On a eu un autre jeu qui est sorti en 97 qui s'appelait Multiversaire avec en plus un pitch qui était intéressant, qui était le seul moyen pour les joueurs de voyager d'univers en univers, c'était de mourir. Quand ils mouraient, ils se réveillaient dans un autre multivers. Oui, bon. Et le problème, c'est que il s'adaptait en fait automatiquement à ce multivers. On jouait complètement là-dessus. En fait, ça empêchait la cohabitation des univers. C'était Bien juste un sûr. moyen de recycler un personnage, le même personnage à travers des multivers. Un moyen de résoudre le problème hein, à sa façon. Mais pareil, finalement, ça rendait le truc moins intéressant. Justement, je rebondis sur ce que tu dis, parce que c'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu viens de dire que c'est une façon de régler le problème. Et moi, l'effet que ça me fait dans tous les jeux de rôle à multivers dont on vient de parler, c'est que justement, t'as l'impression que les mecs, ils ont une idée et qu'après ils se disent, bon, c'est la merde, comment est-ce qu'on va régler le problème? C'est terrifiant. C'est comment on va régler le problème. Et surtout qu'en plus, c'est qu'en réglant le problème, tu retires l'intérêt du multivers en question, c'est-à-dire la Bah, c'est ça. confrontation de ces univers différents. C'est pour ça, pour moi, l'un des jeux à multivers qui fonctionne le mieux reste Torg. Parce que ils apportent une solution qui est inscrite en plus dans la logique de l'univers, avec lequel on peut jouer. Parce que c'est pas, tu disais c'est magique. Non, c'est pas magique. En fait, enfin, c'est magique si dans le sens où, voilà. Oui. Mais tu peux jouer avec. C'est pas un axiome qui dit non, c'est pas possible. Il y a des marges de manœuvre. Alors Tu peux même te servir de déclencher des tempêtes de réalité voilà, pour affronter. Voilà, il y a tout un voilà, truc. Oui. un truc. Et au final, c'est peut-être ça, moi, qui va faire l'intérêt du multivers, c'est cette confrontation, cette possibilité de jouer avec, sans que ça devienne un problème ingérable, parce que avec des cumuls de règles qui font que pour le meneur, le meneur s'en sort plus. Et voilà, pour moi, d'un de ceux qui a réussi à créer l'univers le plus solide entre guillemets, ça reste Torg là-dessus. J'ai une question pour toi. Alors attention, c'est une question. Je pense qu'elle va te faire hurler, mais c'est exprès, c'est volontaire, bien entendu. Est-ce que finalement, vu tout ce qu'on vient de dire,
un des jeux les plus adaptés pour jouer du multivers, ça serait pas GURPS? Alors, c'est ce que j'appelle les faux multivers, c'est-à-dire en fait, parce que d'abord il n'y a pas d'univers dans GURPS, c'est une Et boîte à non. outils. C'est-à-dire vous Eh ben voulez faire justement. un, voilà, c'est le G de GURPS, c'est pour générique universal, un GU. Et il y en a eu en fait des tas, même avant GURPS, hein, il y a eu des tas de boîtes à outils qui étaient sorties. Et il n'y a pas de proposition à proprement parler, c'est-à-dire faites-le vous-même. Un GURPS, c'est vraiment, vous aimez le western, alors vous prenez le supplément western. Vous aimez les aliens, vous prenez le supplément alien, et puis vous regardez ce que vous pouvez faire avec. Vous aurez les règles. On vous fournit les règles, Eh, du coup, et après vous pouvez mélanger. Le problème des règles de GURPS, c'est que sous une couche de, on va dire, d'apparente facilité, puisque bon, les mécaniques en elles-mêmes ne sont pas compliquées, il y a une profondeur qui est abyssale, qui veut que en fait chaque mécanique doit être gérée par une règle. Et il y a un supplément comme ça qui est devenu connu, qui s'appelle Biotech, que tout le monde a salué pour, on va dire, le sérieux du propos, donc qui concerne en fait toutes les biotechnologies. Donc si vous voulez savoir c'est quoi un prokaryote, c'est quoi une division cellulaire, machin, enfin bref, si vous voulez avoir un cours de biologie il y de a 8 tout. chapitres, il y a tout, et il y a les règles qui vont avec. Ouais, ouais, tu peux, mais t'as intérêt à avoir derrière toi le meneur, et surtout un meneur qui est capable de dire aux joueurs non. Hein, ça va être extrêmement important parce que t'as envie de jouer un toaster habité par une colonie d'intelligence artificielle qui a des pouvoirs psioniques. Il y a les règles, C'est pas des vrais multivers parce que en fait ce sont des boîtes à outils. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'univers qui ont été faits avec, bien et entendu. globalement, comme je disais, on en a deux, c'est-à-dire les jeux où les multivers viennent à vous et les jeux où vous allez dans les multivers. Et puis après, et ça on en reparlera parce qu'on va avoir tout un pan qui va être consacré aux jeux un peu pétés, c'est-à-dire les jeux où on mélange des genres. Et Alors oui. le plus connu restant, enfin le plus connu, celui qui a le mieux fonctionné, on va dire Shadowrun, mais il y en a d'autres qui sont finalement un peu des jeux à multivers. Vous prenez Deadland. Deadland, c'est Lovecraft qui rencontre le western, Et Plorf, on oui, c'est mélange, déjà un multivers. Mais et c'est ça, c'est, je ouais, l'ai. Eh oui, exactement. voilà, c'est déjà un Exactement. multivers. Mais là, par contre, moi, c'est ce qui m'intéresse, pour ça que je reviens à Torg, c'est que dans Torg, le multivers est le propos du jeu. Oui, il faut bien qu'on se limite à quelque chose parce que sinon, Voilà. on s'en sort plus. Et c'est vrai on a ce problème-là. Oui. Et c'est le seul qui, pour moi, le fait vraiment avec Mega 3, dont on parlait, puisqu'il y a Oui, vraiment ce tout à fait. côté, on voyage dans d'autres dimensions avec les problèmes que ça peut poser. Quand on fera les jeux par adaptation, donc notamment Star Trek, il y a le propos de qu'est-ce qu'on fait quand on débarque dans un univers, dans un monde qui n'a pas nos valeurs, qui n'a pas nos règles, etc. Et donc là, c'est là où tu as pour moi vraiment un jeu à multivers, c'est-à-dire un jeu où le multivers devient le propos. Évidemment, bon, toi, c'est Torg. Moi, mon chouchou, ça reste Méga. Notamment parce que je crois que ça doit être un des premiers jeux que j'ai acheté avec mes petits deniers. C'est Cassius Belli à son apogée avec des illustrateurs extraordinaires, avec tous les écrivains, toute la communauté derrière, parce que Mega c'est vraiment aussi c'est une écriture vraiment à plusieurs mains. Et il y a un charme fou, tu vois, vraiment, tu as une sorte d'optimisme un peu débridé. Tu parlais de cette émission de Lina, c'était le moment où voilà, on lâche l'imagination. Et et puis il y a aussi un autre facteur qui est important dans Mega 3, c'est un jeu qui est aussi résolument optimiste. Et oui, c'est ce que j'allais dire. Contrairement à Torg, qui est assez sombre quand même, C'est la guerre, hein. c'est la guerre, voilà, la guerre de réalité, machin. Là, pas du tout. Il y a un optimisme, il y a une. Ben, c'est pour ça, tu le ramenais sur Star Trek, mais tout à fait, il y a ce positivisme très, 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 très important et qui imprègne chaque page, presque enfantin. Ouais, Ouais. on va se balader dans un monde et puis tiens, il y aura des licornes, il y a une licorne qui tombe malade, comment on peut la soigner? Ah bah est-ce qu'on peut la soigner avec des technologies modernes, etc. Enfin voilà ce genre de truc. Tu avais vraiment t'avais un propos qui permettait de finalement d'avoir un discours beaucoup plus optimiste sur l'aventure humaine, qui est, j'ai presque envie de dire, une sorte de marque de fabrique de pas mal de jeux de rôle français, même si on va avoir des jeux de rôle français bien glauques, mais c'est vrai que des jeux de rôle très optimistes, Mega 3 jouait beaucoup là-dessus, et ça c'est une qualité qu'il faut quand même le reconnaître, quoi. Et il le fait Il bien. faut les reconnaître. Et ben voilà, ben on a fait le tour à peu près des. À peu près. Alors, il y a évidemment, vous vous en doutez, beaucoup de lacunes et beaucoup d'oublis. Je vous rappelle que Roll You Full est un podcast édité, enfin produit par Studio Carton C. Studio Carton C qui produit également Tu vas me niquer la batterie, qui produit également Pragmastic et qui produit bien entendu Hot Tech and Slow Burn. Vous retrouverez tous les liens dans la description. La prochaine fois, nous allons traiter d'un autre sujet. Et en attendant, ben, merci Styr.
Eh ben merci Sectaire et donc à la prochaine.